Bonjour à tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 15 septembre 2023. C'est une très belle journée. C'est un vendredi. Et finalement, sauf que le marché aujourd'hui s'est corrigé. Il est allé à la baisse. Si vous le regardez dans le graphique ici du SPY, qui est le soleil de l'Amérique du Nord, en quelque sorte, boursièrement parlant, le marché est tombé. Est-ce que tombé beaucoup? Non. Il est toujours pratiquement, si on regarde sur 2 mois, le prix est toujours le même, ou 2, 3 mois. Il est toujours là, voyez-vous, le prix il est là aujourd'hui, mais si vous allez en arrière dans le graphique, vous vous retrouvez pratiquement au juillet, c'était le même prix. Donc il ne sait pas trop quoi faire. Ça reste à qu'il n'est pas pessimiste. Il veut pas, on ne dirait pas qu'il veut tomber comme tout le monde avait annoncé dans le passé, mais finalement que on s'en va vers ce qu'on appelle le Goldilocks. Le Goldilocks, c'est toute une histoire, on en avait parlé dans une autre vidéo. Le Goldilocks, ça veut dire finalement des boucles dorées. C'est une histoire pour enfants dans laquelle il y a, je pense, la protagoniste rentre dans une maison, puis finalement dans cette maison qui était des ours, je crois qu'ils vivaient là, mais ils n'étaient pas là. Finalement, elle trouve toute chose dans laquelle oui c'est bien, oui c'est pas bien. Finalement, oui et non, oui et non. Donc ça voulait dire que tout va bien, mais quand même sans excès à droite et sans excès à gauche. C'est à peu près ça. Ça s'appelle une économie à Goldilocks. Mais le sujet aujourd'hui, c'est la main invisible. La main invisible, c'est un terme vraiment, je ne sais pas si ceux qui ont la mémoire finalement des années 60, 70, il y avait M. Claude Ryan qui était à l'époque le patron, je crois, du Devoir, et il avait parlé quand il y a eu finalement de la crise, finalement avec le PQ et tout ça, donc il avait parlé de la main invisible. Je ne me souviens plus pourquoi il parlait de la main invisible, mais quand même, cette histoire de la main invisible, on le retrouve souvent comme dire, dans les textes et puis tout ça. Mais ça vient de ce monsieur-là, ça vient de monsieur Adam Smith. Donc Adam Smith est le père comment dire, si on peut dire comme ça, du capitalisme, est le père du laisser-faire, est le père de la théorie néoclassique que vous avez ici en bas, basée sur l'offre et la demande. Notez que quand lui, il était là, donc entre 1723 et 1790, finalement, ce qui régnait à l'époque, c'était le mercantilisme, on va en parler. Mais lui, donc, était un monde complètement différent, très, très moderne, tellement moderne que je doute qu'à l'époque, on avait bien compris ce qu'il disait dans ses livres. Il a écrit 2 livres de base, finalement, dans lesquels on considère ça comme les premiers livres en économie. Et voilà, pourquoi il appelait ça, lui, il parlait de la main invisible. Il citait le cas suivant. Il disait, un commerçant est incité à augmenter son capital. Donc, il travaille, ce commerçant, il produit, il vend ses produits-là. Donc, il s'enrichit. Mais lui, en s'enrichissant, il augmente le capital total du pays. Et donc, il renforce la puissance à l'époque, la puissance militaire. Mais lui, en réalité, regardez, dans l'intérêt, il fait tout ça dans l'intérêt public, mais dont il n'a aucun intérêt, lui. Lui, personnellement, il ne s'intéresse pas à l'intérêt public. Mais ça crée finalement un bien-être pour tout le monde si lui fait son intérêt de faire de l'argent. C'est ça l'idée de la main invisible. C'est-à-dire l'économie s'ajuste, finalement, et crée de la richesse, mais c'est simplement la somme du travail de chacun, la somme des intérêts de chacun, des égoïsmes de chacun, que dans l'ensemble, ça crée finalement un intérêt global et une richesse globale que les individus individuellement n'ont pas voulu, mais qu'eux-mêmes contribuent à créer en cherchant d'avoir finalement leur intérêt en faisant du commerce ou tout ça. Et voilà, ça c'était sa théorie. Et donc, selon lui, la société fonctionne sans s'effondrer, sans l'ordre hiérarchique de l'époque. À l'époque, l'ordre hiérarchique, c'est que tout venait du roi, puis à partir du roi, c'était lui, enfin, le grand patron de tout. Mais on avait donc tout un ordre, finalement, aristocratique et puis tout ça. Mais selon M. Adam Smith, tout ça n'était pas nécessaire. L'économie fonctionnait toute seule, simplement si on laisse les gens faire leur propre intérêt. Et voilà, donc il a dit tout ça. Et une chose intéressante à dire, c'est la théorie donc du laisser-faire, comme c'est marqué ici. Et le mercantilisme de l'époque était finalement ce qui a régné comme théorie économique entre
le 15e siècle, donc la découverte de l'Amérique, et jusqu'au 18e siècle à peu près. Les grandes villes de l'époque qui faisaient de l'argent, comme la ville de Gênes, comme la ville de Venise et tout ça, étaient mercantilistes. Qu'est-ce que ça voulait dire au juste? Ça voulait dire exporter, vendre à l'extérieur, mais importer moins. C'est-à-dire, ça voulait dire quoi? Ça veut dire autant que possible envahir des pays, envahir des places. Finalement, c'était le goût de... c'est la théorie finalement du colonialisme, de l'impérialisme et tout ça. Imaginez encore il y a juste 70 ans à peu près, il y avait un roi en Europe, le roi Léopold, je crois, de Belgique, qui était le propriétaire, je dis propriétaire, lui, là, du Congo belge. Il n'était pas propriétaire comme ça d'un terrain, là. Il était propriétaire de tout un pays immense, richissime et tout ça de matières premières. Et c'est ça le mercantilisme, c'est finalement d'aller envahir en quelque sorte, faire des colonies et puis tout ça. Donc ça c'était le règne entre le 15e siècle et le 17e, 18e siècle. Et naturellement Adam Smith il disait non, c'est pas ça qu'il faut faire. Et il faut tout simplement qu'on laisse les gens produire ce qu'ils sont capables de produire, le vendre, et puis le faire dans la compétition. Et il avait trouvé quelque chose de très intéressant. Il avait décrit la théorie de l'avantage absolu qui est ici. Qu'est-ce que c'est cette théorie de l'avantage absolu? C'est que si un pays produit un bien facilement et un autre produit un autre bien facilement aussi, finalement, le libre-échange entre les deux pays fait que chacun y gagne. Plus que ça, regardez comment est-ce qu'il donnait l'exemple qui était donné. Était donné par exemple, imaginons que vous avez ici deux pays, la Grande-Bretagne et le Portugal. Et la Grande-Bretagne produit des tissus et produit du vin, exactement comme je ne sais pas quel vin on peut faire en Angleterre, mais quand même. Elle produit du vin et puis le Portugal aussi. Regardez, ça c'est le nombre d'heures que ça prend pour faire une unité de tissu en Grande-Bretagne, donc 80 heures. Mais si le Portugal fait les tissus, ça lui prend 120 heures. Donc le Portugal n'est pas très productif, enfin très rationnel dans la production du tissu parce que ça lui prend beaucoup plus d'heures pour le faire une unité que dans le cas de la Grande-Bretagne. Dans le cas des vins, la Grande-Bretagne, pour faire une unité de vin, peu importe ce que c'est une unité, ça lui prend 100 heures, tandis que le Portugal est beaucoup plus efficace, ça lui prend juste 90 heures. Donc l'idée de fond, c'est que vous savez, la Grande-Bretagne est bonne à faire des tissus et le Portugal est bon à faire du vin. Donc finalement, imaginez que la Grande-Bretagne, elle met tous les heures, c'est-à-dire les 80 heures pour une unité de tissu et les 100 heures pour le vin, il les met toutes à produire des tissus et ne produit rien de vin. Tandis que le Portugal, lui, ne produit aucun tissu parce que ça lui prend beaucoup trop de temps. Et il met les heures du tissu et les heures du vin, 120 plus 90, à faire seulement du vin. Finalement, la conclusion est la suivante, c'est que si vous faites 80 plus 100, c'est-à-dire 80 plus 100 de la Grande-Bretagne, divisé 80, donc ça veut dire que la Grande-Bretagne est capable de faire 2,25 unités de tissu. Tandis que le Portugal, avec le vin, ça va être 120 plus 90 divisé 90, ça donne 2,33 unités de vin. Finalement, la conclusion, c'est que le libre-échange, finalement, est fondamentalement important entre les pays parce que ça permet de rationaliser la production d'un pays par rapport à un autre et ça permet de réduire les prix. Donc, c'était vraiment révolutionnaire. Ça, c'est des choses normales aujourd'hui. Mais imaginez, dit ça dans une époque où c'était le mercantilisme, qui était essentiellement le bullisionisme que vous voyez ici. Vous trouvez tout ça dans les références qu'on a mis. Mais le bullionisme. OK, le bullionisme, le bouillon, c'est finalement le lingot, mettons le lingot d'or. C'était collecter de l'or, c'est-à-dire le fait d'exporter, on se fait payer, puis on accumule des richesses. Donc c'est une accumulation de richesses qui est due par le mercantilisme. Mais c'est essentiellement la porte ouverte au colonialisme, à l'impérialisme, à la manipulation, toutes sortes, tout ça.
Regardez même juste les États-Unis. Les États-Unis étaient faits de colons au départ, quand c'était la Grande-Bretagne. Et à un certain moment, la Grande-Bretagne, le roi de Grande-Bretagne, avait taxé les colons. Parce que, comme ça, il avait besoin d'argent. Donc, mais ces gens-là, il dit, qu'est-ce qu'ils foutent? Ben, OK, on va les taxer. Et puis, les colons américains ont refusé et sont nés les États-Unis. Mais pour vous dire, la mentalité mercantile, c'était ça. C'est-à-dire, on a des terres et puis on les exploite et puis les gens travaillent pour nous et puis c'est ça. Donc, c'est pour ça que je parle, c'est impérialisme, colonialisme et tout ça. Bon, donc ça, c'est pour vous dire que la main invisible, essentiellement, qu'on utilise encore aujourd'hui dans plusieurs cas, c'est simplement pour dire qu'il y a quelque chose de mystérieux à un certain moment qui fait que les choses s'arrangent. Et l'idée, c'est que chacun, en faisant son propre intérêt, collectivement fait l'intérêt de tout le pays, sans le savoir, et fait augmenter la richesse du pays. Ça, c'était la théorie de ce monsieur, donc de monsieur Adam Smith. Grand monsieur, parce que c'est le père de tout ce qu'est l'économie. Je dois vous dire, c'est le père du capitalisme, le père de l'économie, un des premiers à écrire un livre d'économie, finalement, au bout de la ligne. Il n'était pas le premier à écrire un livre d'économie. Les premiers ont été, je crois, à peu près les Italiens, qui l'ont fait en 15e, 16e siècle. Mais c'était surtout Adam Smith qui a donné finalement la grande ouverture à l'étude de l'économie comme telle, comme science, si on peut dire comme ça. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui. Ah non, avant de vous dire tout pour aujourd'hui, vous voyez, il y a une petite statue qui est là. C'est vraiment une petite. J'ai des amis grecs qui sont revenus de Grèce et puis ils m'ont porté un cadeau, et ça c'est Platon. Platon, c'est un grand penseur. Lui ne savait rien d'économie, mais finalement c'est intéressant. Toute la philosophie, toute la logique de Platon, on la retrouve finalement dans l'Occident partout, et puis voilà. Donc moi je suis un admirateur de Platon. Et voilà, et c'est tout pour aujourd'hui.